Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, le live du jeudi, alors aujourd'hui on est dans un décor un peu spécial, on n'est pas en extérieur parce qu'il y a une grosse tempête dans la région, donc j'ai pas envie que vous ayez du bruit, du vent, même si on arrive à gérer un petit peu les éléments. En tout cas, merci d'être toujours présent, jeudi, troisième live de la semaine. Je suis pas sûr d'en faire un demain parce qu'il y a beaucoup de choses qui se présentent demain, il y a beaucoup de coaching, donc je verrai, je réfléchirai si je peux faire un coaching, un live, mais je le ferai pas de toute façon à 12h30 parce que j'ai déjà un coaching à 12h30, donc ça ne peut pas le faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, oh il y en a encore plein mon capitaine, bon ça va, je fais ce métier depuis 1999 et mon métier c'est de vous aider à passer votre crise de couple. Tous les couples de longue durée traversent des crises évidemment, donc vous savez qu'il y a des personnes, des couples de longue durée autour de vous qui ont explosé, et d'ailleurs ça a été souvent assez rapide, parce qu'ils ne savaient pas, ils n'ont pas su gérer leur crise de couple. C'est pas qu'ils s'aimaient plus, c'est pas qu'il y avait plus d'attachement, mais ils n'ont pas su créer ce passage-là qui était bien présent pourtant. Et voilà, donc ils ont divorcé, les enfants ont dû changer de maison toutes les semaines. Un divorce, ça coûte très cher. Alors il y a beaucoup de frais d'avocat, de notaire, etc. Mais on perd la moitié de ses biens généralement aussi. On vivait dans une maison de 100 mètres carrés, on va vivre dans une maison de 50 mètres carrés. Voilà, donc c'est un peu compliqué à vivre, donc autant investir en soi, autant apprendre à passer cette crise de couple. Vous avez ici 350 formations, 6 types de coaching, et vos enfants vous remercieront de ne pas avoir changé de maison toutes les semaines. Alors dans ce live, je réponds à vos questions. Aujourd'hui, dans ce live, on va faire pas une, mais deux nouveautés. On va faire l'exercice des métaphores. Je vais vous trouver des métaphores par rapport à la crise de couple et par rapport à ce qu'il faut faire. Et puis, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais on va faire un enregistrement là-dessus. Le capitaine contre l'IA. On va s'amuser à prendre une demande que vous m'aurez fait sur le live, et je vais jouer votre rôle. Je vais demander un conseil à l'IA et on va voir ce qu'elle va nous répondre. Vous savez qu'on peut discuter avec l'IA, donc on va voir, on mettra l'IA en pause, comment dirais-je, on débriefera. Je verrai pourquoi je parle aussi vite aussi. On débriefera et ça ira ensemble. On va voir ce que l'IA peut nous apporter. Est-ce que l'IA peut nous apporter quelque chose? Est-ce que l'IA dit des grosses bêtises? On va voir ça, ça va être super intéressant. J'ai choisi de le faire avec Grok parce que sur Grok, on peut choisir les différents types d'IA. Et il y a une IA qui s'appelle IA thérapeute. Donc on va voir ce qu'elle a dans le ventre. On va regarder si c'est vous qui demandiez des conseils à l'IA ou si c'est un pirate, non-pirate qui demande conseil à l'IA, pardon. Qu'est-ce que l'IA pourrait répondre? Alors je vais essayer de redresser cette caméra. Voilà. Donc nous sommes en direct sur YouTube, nous sommes en direct sur TikTok, et sur TikTok, comme d'habitude, vous êtes trop nombreux pour que je dise bonjour à tout le monde, mais on va dire au dernier arrivé, Marie79, Eliane Kinstiki, Nino, Pat du 13, Tine, Teresa, je peux pas remonter, il y a beaucoup trop de pages. Allez, on va voir ce que vous avez mis sur... Donc, il y a beaucoup plus de messages sur YouTube. Hein, je vous lis les messages que vous mettez sur YouTube. C'est pour ça que si vous êtes sur TikTok, vous les voyez pas apparaître. Vous les voyez apparaître live et sur le chat YouTube. Mais pourquoi j'ai la tête comme ça? Bon, c'est pas grave. Coucou, le criseux nous dit Oli et Aya. Oli et Aya. J'ai un toc, j'ai une caméra qui est pas bien et ça m'énerve. Voilà, je vais la régler. Vous voyez comme ça, le capitaine, il y a des tocs. Voilà, ben c'est mieux. Le criseux nous dit Oli Aya, elle a dit coucou, voilà, pardon. Ou il a dit, je sais pas. Le criseux qui se drogue et qui ne s'entoure que de pansements identiques. Oui, évidemment, on attire ce que l'on est. Comme un ado qui est pas bien va être attiré par des ados qui sont pas bien parce qu'ils vont se comprendre. Et effectivement, quand on sort de la crise d'adolescence, par exemple, eh bien, on redevient normal, on revient équilibré. Si on a été dans des excès, eh bien c'est pareil pour la crise de la trentaine, de la crise de la quarantaine. On va vers effectivement des moments difficiles parce qu'on n'est pas bien, on est en souffrance. Je vous donne un exemple, quand je me suis fait une coupure à mon doigt, admettons, je vais mettre un pansement. Mais quand la blessure, la souffrance n'est plus là, je vais enlever le pansement. Et je ne sers à rien de regarder un pansement quand je ne souffre plus. Donc à la fin de votre crise, votre conjoint sortira de sa souffrance et de ses travers. Alors, le criseux qui se drogue et qui ne s'entoure que des pansements identiques, va-t-il offrir
va-t-il ouvrir les yeux à la fin de sa crise, ou est-ce qu'il va continuer comme ça longtemps et même une fois la crise finie? Bon, ben vous voyez, je vous connais tellement que je réponds, je réponds avant que vous ayez posé la question, en tout cas, avant que j'en prenne connaissance. Voilà, donc vous avez la réponse. Souvent, on me dit oui, mais capitaine, je suis bête, j'aurais pas dû poser la question, mais oui. Est-ce que Oli Aya, vous connaissez quelqu'un qui a 80 ans, qui a encore une crise d'ado, qui continue à avoir les mêmes comportements que quelqu'un d'ado? Non, on sort des crises existentielles, heureusement, 100% de cas. Eli Aya dit ça vient de finir avec son pansement 2. Oui, alors c'est dommage qu'à la fin du pansement 1, vous n'ayez pas été suffisamment formé, que vous n'ayez pas suffisamment avancé, que vous, de son point de vue, que vous n'ayez pas suffisamment changé. Donc face à sa souffrance, il s'est pas retourné vers vous, il s'est retourné vers pansement 2. J'espère que depuis, alors comme vous avez des pseudos qui correspondent pas au nom des formations que vous achetez, je sais pas où vous en êtes, je sais pas qui vous êtes exactement, donc je peux pas voir, mais j'espère que vous êtes bien formé, que vous avez surtout bien mis en application, et qu'à la fin de pansement 2, votre conjoint verra cette fois le changement qu'il n'a pas vu à la fin de pansement 1. En tout cas, on vous le souhaite parce qu'ici, on aime bien quand ça finit bien. Donc, ça finit avec pansement 2, d'accord, comme d'habitude. Il a l'air d'avoir des regrets. Il a l'air, je sais pas, hein, il a l'air de faire beau, je sais pas s'il fait beau. Une autre fille lui tourne déjà autour avec la même addiction. J'ai acheté hier la formation, gérer la fin de relation en pansement. Ben c'est très bien, c'est une bonne. Mais voilà, j'espère que vous, c'est bien que vous sachiez bien gérer la fin de la relation en pansement au lit, mais il faut vraiment que vous montriez à votre conjoint maintenant que vous vous êtes transformé, hein, et que la transformation c'est pas du fake, c'est pas pour 15 jours, c'est durable. C'est ça que vous devez faire maintenant. C'est bien de ne pas vouloir faire d'erreur et de comprendre la fin de relation en pansement. Je vous félicite. Et attention, c'est super important de montrer sa transformation. Il m'a avoué être resté avec son pansement pour éviter de consommer seul. Là, je vois qu'il est mal. Je mets en pratique la formation. Mais si l'addiction à la drogue le poussait à aller avec cette fille, ben, ça va dépendre de vous. Est-ce que vous êtes la personne qui va répondre à ses besoins, c'est-à-dire qui va le calmer, qui va diminuer sa souffrance, qui va rendre, grâce à votre présence, qui va rendre la drogue obsolète, hein, enfin inefficace, parce que là, il est tellement mal qu'il y a de la drogue plus le pansement, évidemment. Donc, vous avez, vous, votre travail de positionnement en phase 4 pour que votre conjoint n'ait plus besoin de prendre de la drogue et au contraire se colle à vous parce que c'est vous qui serez bien mieux que sa drogue. Voilà, donc vous avez les clés du camion, hein, Oli et Aya. Si vous faites ce qu'il faut, si vous vous positionnez bien en phase 4, vous aussi, comme les autres pirates, vous aurez les plus grandes probabilités d'y arriver. Hier demain dit bonjour amis les pirates et à notre capitaine. Alors hier demain, il répond à Oli. Donc merci beaucoup hier demain de jouer le jeu. Salut Oli, une addiction à la drogue, c'est vraiment le signe qu'il est mal. Tu ne pourrais pas l'aider contre son gré, mais montrer par ton attitude que tu es sûr. Voilà, il a raison hier demain. Attends, on va continuer à voir ce qu'il a mis. Que tu es sa meilleure option pour sortir de ce mauvais pas. Nous sommes tous avec toi. Voilà. Ben c'est génial. Vous voyez, hier demain, il est tellement formé que voilà, il a compris. Et ce qu'il explique là, c'est que ce que j'expliquais tout à l'heure. Et il explique aussi qu'on est tous avec Oli et on espère qu'elle va se mettre au travail et que elle va y arriver aussi. Je suis super plein de grinta dit hier demain. Ben vous voyez, ça se sent parce que vous avez bien conseillé Oli. Je vous envoie tous mon soutien les pirates et des pouces en l'air. Voilà, des pouces en l'air qui permettent à l'algorithme de repérer le live ou les vidéos et de les proposer à différentes personnes. Et grâce à votre pouce en l'air, vous allez pouvoir vous aussi peut-être permettre à des enfants de ne pas changer de maison toutes les semaines. Pourquoi capitaine? Eh bien parce que si leurs parents un de leurs parents tombe sur cette chaîne, ils vont pouvoir se faire aider par les formations, les coachings et surtout par vous pour pouvoir passer le cap. Voilà, donc le raisonnement est le même. Alors, les sorties d'addiction, effectivement, c'est compliqué. La sortie pansement, c'est compliqué. Et la sortie physique de la drogue, je ne sais pas ce qu'il prend, j'espère qu'il ne prend pas des drogues trop fortes, ça demande effectivement un accompagnement, une décision de votre conjoint d'arrêter la drogue et ensuite de se soigner. Donc comment votre conjoint prend la décision d'arrêter la drogue? C'est généralement qu'il a trouvé quelque chose de mieux, quelque chose de plus sain. Par exemple, il faut que j'arrête la drogue, sinon j'arrive pas à courir comme je veux. Et donc là, il faudra qu'il arrête la drogue pour pouvoir être avec vous et profiter de votre changement. Merci beaucoup hier demain, dit Oli. J'espère que son addiction et sa peur d'être seul
pour le faire ne l'empêchera pas de remarquer mes efforts et ma bienveillance. Oui, en fait, faut pas qu'il voit vos efforts, il faut qu'il voit votre positionnement en phase 4, il faut pas qu'il voit vos efforts, il faut qu'il voit votre changement. Imaginez que je sois là en train de vous parler, que je sois nul, mais que j'essaye quand même de pas être trop nul. Donc, dit, ah oui, c'est bon, hein, Bruno fait des efforts, mais c'est quand même toujours nul. Donc, ne faites pas des efforts, changez-vous, transformez-vous, hein, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et aussi, donc je vous rappelle, pour Oli et aux autres, il y a 2 étapes finalement. On arrête de faire les interdits, et deuxièmement, on fait ce qu'il faut, on se positionne en phase 4. Donc c'est 2 phases qu'on peut faire en concomitance. Mais en tout cas, la première chose, par exemple, pour mieux conduire, on arrête de conduire à gauche, on reconduit à droite, et après on apprend à bien conduire à droite. Je lui ai demandé s'il comptait revenir à la maison. Ça fait 3 jours qu'il vient dormir. Donc ça, par exemple, Oli Oya, ça, c'est une erreur, c'est un interdit. Donc voilà, ça, vous allez arrêter de le faire, par exemple, c'est important. Il a rigolé en disant qu'il n'y avait plus de place pour ses affaires, sans rien lui dire, je vais lui en faire. Voilà, donc bon, là, il y a beaucoup d'erreurs d'Oli, mais c'est normal parce que vous commencez le travail. Donc, quand vous relirez vos messages, peut-être plus tard, dans 2 ou 3 mois, vous direz, oh purée, heureusement que j'ai trouvé les pirates parce que j'étais à côté de la plaque. En tout cas, nous, on vous accueille comme vous êtes, on vous aime comme vous êtes, on va le dire comme ça. Et voilà, vous faites des erreurs, et bien, on va vous aider à ne plus en faire. Oli profite pour prendre soin de toi d'hier demain, de chez toi, tu fais un peu d'aménagement, montrer tu te fais plaisir, cela sera d'autant plus accueillant. Oui, ben voilà, très bien. Je ne sais pas si j'ai bien fait de lui demander s'il allait revenir, non, c'est un interdit. Il a rigolé nerveusement, ben oui, quand vous avez combien d'interdits, il s'est dit, oh là là, il va me prendre encore la tête. Comme s'il voulait pas me blesser, il a baissé les yeux, je ne vais pas le relancer. Oui, évitez, bon, vous avez fait une erreur, et ça arrive à tout le monde, mais évitez, vous avez raison, de la relancer. Foutu cocaïne et foutu pansement, et oui, il dit Oli, vous avez raison, hein, la souffrance de votre conjoint, vous pouvez vous en vouloir hein, de pas avoir su tout ça, de pas savoir cette phase de sécurisation qui allait se terminer, que vous ne savez pas ce que c'était l'entropie dans un couple, dans un système. Oui, vous pouvez vous en vouloir. Alors après, vous pouvez vous en vouloir à la cocaïne, mais elle est pourrie à la cocaïne. Vous pouvez vous en vouloir de pas avoir fait ce qu'il faut pendant la phase 2, de pas avoir compris au début de la phase 3 la souffrance de votre conjoint qui soit allé là-dedans. Mais vous savez, tout le monde fait des erreurs, moi le premier, donc il faut pas vous en vouloir. Hein. Surtout, il faut faire ce qu'il faut. Vous positionnez en phase 4, au Aya, vous bossez, vous mettez bien tout en application. Et pour vous aussi, ça va le faire. Hier demain, dit on est tous avec vous. Papa Bulle est là aussi. Salut la famille, hâte d'entendre les tuk-tuk-tuk du capitaine. C'est quoi le tuk-tuk-tuk du capitaine? Tuk-tuk-tuk. Bon, salut Papa Bulle. Je vais devoir m'absenter bientôt, mais je suis fidèle au rendez-vous d'hier demain. Alors, Yuru nous dit bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Le capitaine, il va bien, oui, le capitaine, il se prépare, il va bien, voilà. Yuru nous dit ici le détachement des émotions négatives est total. Bravo Yuru, vous avez bien bossé sur vous. J'écoute les états d'âme de ma criseuse et je suis à fond dans mes projets personnels pour la maison enfant. Bravo, bravo. Papa Bulle, le capitaine, a un joli suite. C'est la marque Under Amour. Bon voilà, j'aime bien Under Amour parce que c'est un peu lié au rugby. Donc voilà pourquoi j'aime bien Under Amour. Voilà, moi j'aime bien changer de couleur parce que vous savez, je vous fais une dizaine de vidéos par jour entre les vidéos longues et les vidéos courtes, etc. Donc j'ai besoin d'avoir beaucoup de couleurs pour que vous vous repériez que, notamment dans les vidéos courtes, que vous n'avez pas déjà regardé la vidéo. Donc je mets tous les jours des couleurs différentes pour que vous puissiez bien repérer en tout cas. Merci du compliment. Under Amour, ils nous font des couleurs effectivement de temps en temps différentes, mais je ne suis pas du tout sponsorisé par Under Amour. Mais comme je vois le cycle là dans la caméra, c'est génial. J'ai la grinta, dit Yuri. Ben oui, vous avez eu des moments difficiles. Vous avez été soutenu par les pirates et vous avez la bonne idée, la générosité maintenant de venir les aider aussi. C'est super. Elle est bien reçue, dit Papa Bulle, l'idée. Bon, alors, pendant que vous dites bonjour à tous, Albator est là, hier, demain est là, on va commencer. J'ai hâte d'essayer le jeu de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que je vais voir si ça va fonctionner. On va regarder. Je lance l'enregistrement, hein, on va essayer. Si vous avez une question pendant que je lance l'enregistrement particulière, sinon on va demander
l'exemple pour Oli. Et on va voir ce que nous dit l'intelligence artificielle là-dessus. On va s'aider là-dessus. Et ça va nous aider d'alimenter le débat. Donc, si vous avez une question principe à poser à l'intelligence artificielle avec le capitaine, on y va, on le fait ensemble. Je lance l'enregistrement. Pour ceux qui ne sont pas habitués au live, je dis bonjour, je dis au revoir à la fin de l'enregistrement de la vidéo, pour que vous puissiez retrouver cette vidéo plus tard facilement, sans chercher dans le live, etc. Je vous la reproduirai dans quelques temps et je vous en souviendrai. Allez, j'ai hâte de faire le test. J'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes techniques, mais voilà, je n'ai pas l'habitude de discuter avec les intelligences artificielles. Je utilise beaucoup l'intelligence artificielle, vous le savez, pour corriger les textes que j'écris, pour mettre en forme, parce que c'est génial. J'ai pas l'habitude de faire des discussions comme ça. Je l'ai essayé au début, il y a quelques temps, mais ça m'a pas apporté grand-chose, donc voilà, j'ai arrêté, mais j'ai envie d'essayer. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On va faire un nouveau jeu aujourd'hui pour les personnes qui vont suivre cette vidéo. Vous savez que je vous accompagne depuis 1999 pour passer votre crise de couple. Tous les couples de longue durée traversent des crises. Beaucoup de couples ne savent pas gérer leur crise de couple, vont se séparer alors qu'ils sont ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. C'est dommage et surtout dommage pour les enfants. Et donc comme je suis là depuis 1999, je suis là tous les jours, je prends pas de vacances, je suis là avec vous parce que c'est ma mission. Et j'ai envie aussi de vous faire des cadeaux, de faire des nouveautés. L'IA est arrivée, alors j'étais l'un des premiers à faire une formation sur l'IA il y a 3 ans. Elle est un peu dépassée parce que c'était sur les premières IA. Et puis on s'est aperçu que malheureusement j'avais grand espoir que l'IA puisse vous aider dans la relation de couple, mais c'est pas terrible. Donc on va tenter quelque chose, hein, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais interroger Grok, l'intelligence artificielle de Grok, parce que Grok, voilà, il y a des voix qui permettent de discuter et on peut donner un rôle à Grok, qu'il a été préparé pour ça. Et il y a un des rôles que peut utiliser Grok, c'est le thérapeute. Voilà, donc on va voir, on va faire comme si on posait des questions à Grok, à l'intelligence artificielle, comme si c'était vous qui voulez poser une vraie question, et on va voir qu'est-ce que répond Grok, et on va le commenter, on va écouter, on va le faire répondre, on va mettre en pause, on va discuter, voilà, on va échanger entre nous. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'adore créer avec vous, parce que vous savez que si vous êtes un crise de couple, il faut que vous soyez des créatifs, donc on y va, on essaye. Donc je vais prendre un exemple que j'ai pris dans un live d'une question, et je vais poser la question à Grok et on va voir ce qu'il répond. Bonjour, je suis en crise de couple et mon conjoint a des pansements. Les pansements, c'est des relations adultère. Il a eu un premier pansement, ça c'est fini, un deuxième pansement, et le problème c'est que mon conjoint aussi prend de la cocaïne, certainement parce que j'ai pas su bien gérer les phases de souffrance de mon conjoint, j'ai pas pu l'aider. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Maintenant, mon conjoint vient souvent à la maison, mais il a toujours cette relation adultère à côté, ou qui va commencer peut-être, je ne sais pas encore, et il y a toujours cette cocaïne. Quels sont les conseils que vous pouvez me donner? D'abord, respire. Tu es dans une situation lourde, et c'est normal d'être perdu. Infidélité et drogue, c'est pas juste une crise de couple, c'est un cocktail toxique qui te ronge. Blâmez toi-même pour sa cocaïne ou ses pansements. Arrête, tu n'es pas responsable de ses choix. Il choisit d'avoir des relations parallèles et de se shooter. Ça dit plus sur lui que sur toi. Le truc c'est, tu veux vraiment sauver ça? Ou tu protèges juste ton cœur? Pense à ce que tu ressens quand il rentre, à ses doutes constants sur la prochaine relation. Et la cam, c'est un risque énorme. Santé, sécurité, tout. Conseil concret, parle-lui clair, sans attendre. J'essaie pour les adultères et la coke, faut qu'on arrête cette merde ensemble, ou qu'on se sépare. Mais prépare-toi, s'il nie ou continue, tu devras poser des limites. Genre, thérapie de couple s'il est clean, ou séparation temporaire. T'as des amis, famille pour te soutenir? Et toi, comment tu tiens? T'as pensé avoir un psy seul? Ça aide à y voir net. Bon, voilà, on va faire une pause. Oui, on est vraiment dans la réponse du psy de quartier. Hein. Tu lui rentres dedans, tu lui dis que maintenant où il arrête, où on va se séparer, tu lui proposes une thérapie. Évidemment, elle était formée comme un thérapeute. Donc, imaginez que vous soyez pas un pirate, que vous dites, voilà, que c'était Oli, je crois, qui avait posé cette question, Oli Alia.
vous seriez un peu dans l'embarras. Donc vous lui dites t'arrêtes ta mère, t'arrêtes ton adultère, je pose des limites, on fait une thérapie et on fait une pause. Donc en revanche, ce qui est bien, c'est que l'intelligence artificielle a conseillé d'avoir un réseau d'amis, etc. Donc ça, c'est des pirates. Donc c'est parfait. Bon, on est mal, on est pas mal. Donc on va continuer, on va jouer le jeu, on va suivre ses conseils, on va lui demander des conseils supplémentaires. Merci pour ces conseils. Comment tu me conseilles d'aborder le sujet par rapport à sa drogue et sa relation adultère? Comment je dois lui dire les choses? Conseille-moi s'il te plaît. Ok. Commence par un moment calme, sans cri ni accusation. Ça ferme les portes directes. Choisis un endroit neutre, genre une balade ou le salon quand il est pas stoned. Dis-lui, j'ai besoin de parler de nous. Je sais pour les autres relations et pour la cocaïne. Ça me détruit et je peux plus vivre comme ça. Sois direct, nomme les faits, pas les « je crois » qui laissent de la place au mensonge. T'as vu quelqu'un d'autre 2 fois et tu utilises de la coke. Faut qu'on arrête cette spirale. Demande-lui ce qu'il en pense, pas juste pourquoi. Écoute, mais fixe tes limites. Si tu continues, je pars, ou on voit un pro ensemble, sinon c'est fini. Prépare-toi à sa réaction, déni, colère, promesse vide. T'as un plan B s'il esquive? Genre chez un pote ou un thérapeute solo pour toi? Et respire après, t'auras besoin. Donc on voit les réponses toutes faites que font les psys de quartier, c'est tu mets un ultimatum, tu dis qu'il change ou ça va pas aller, tu es très direct, tu prends pas de gants. Vous voyez que c'est pas le fonctionnement d'un couple ni d'une personne en difficulté relationnelle. Donc ça serait, ce serait terrible. Donc heureusement que on va pas écouter ces conseils-là. Alors on va continuer, on va admettre que l'on suit les conseils de l'intelligence artificielle, de Grok-I. Donc en réalité c'est juste l'intelligence artificielle a strappé sur Internet des fichiers, des textes de psy, de coach américain ou autre, et ça donne ce genre d'interdit, évidemment. D'accord, si je fais ça et que mon conjoint me dit qu'il ne veut pas arrêter sa relation adultère parce qu'il ne peut pas pour le moment et que c'est trop dur pour lui d'arrêter la drogue pour le moment, qu'est-ce que je dois faire et lui répondre? Then you have your answer. He's choosing that over you. Tell him straight. Parle en français s'il te plaît. Alors là, tu lui dis, très bien, je note. Si tu choisis ça, moi je choisis de partir. Je mérite pas de vivre dans l'attente et la peur. Et tu pars. Pas de négociation interminable, pas de peut-être, plus tard. Tu fais ton sac, au moins symboliquement, et tu vas dormir ailleurs une nuit ou 2. Ça montre que t'es sérieuse. Il va peut-être revenir, supplier. Écoute, mais seulement s'il a déjà pris des vrais rendez-vous. Spiaddictologue, thérapie de couple, rupture nette avec la maîtresse. Sinon, c'est juste des mots. Et toi, qu'est-ce qui te retient vraiment? Peur du vide ou peur de ce que tu risques si tu restes? Donc on voit que le psy de quartier ou Grok ne tient pas compte des enfants éventuellement. Mais oui, tu dis que s'il n'est pas content, il s'en va. Et puis si toi ça te convient pas, tu fais ton sac et tu t'en vas. Donc c'est pour ça que avec ces conseils-là, il y a autant de couples qui se séparent. Évidemment, à imaginer que vous fassiez ça réellement. Il y a des personnes qui ont écouté le psy de quartier ou la thérapie. Et donc effectivement, qui se sont séparés parce que c'était trop hard. Alors je vais demander, tiens, j'ai l'idée, je vais accepter la notion de thérapie et je vais demander à Grok comment ça va se passer. Bon, il va m'expliquer comment ça s'explique, comment se passe une thérapie. Je pense que je vais lui demander de faire une thérapie ensemble et je pense qu'il va accepter. Comment se passe une thérapie dans ce cas? Super idée. Une thérapie de couple, c'est pas magique. C'est 2 heures par semaine avec un pro neutre qui vous force à parler sans hurler. Vous déballerez tout. Infidélité, coque, tes doutes. Et lui devra expliquer pourquoi elle choisit ça. Le thérapeute guide, pose des règles, pas de mensonges. Et vous creusez les racines. Stress, manque d'intimité, dépendance. Si c'est sérieux, il verra aussi un addictologue seul pour la drogue. Parce que sans arrêt, la thérapie sert à rien. Ça peut durer des mois, avec des hauts et bas. Tu sens que vous êtes prêt à être honnête à 100%? Et si ça dérape, tu acceptes de continuer seul pour te renforcer? Alors, oui, je suis d'accord avec Grok sur le fait que par rapport à une addiction comme la cocaïne, il faut se faire aider plutôt par un addictologue, hein, c'est mieux. S'il y a
des médicaments aussi, qui peuvent aider. Alors je ne suis pas spécialiste, donc je ne dis rien comme d'habitude. Bon, en revanche, imaginez que vous fassiez vraiment une thérapie comme ça. Ce serait terrible, incroyable. Ça ferait une explosion. Donc le thérapeute qui a dit je force à parler des problèmes, de la racine, il y a le feu à la maison, ça sert à rien de parler pourquoi il y a le feu à la maison. On éteint le feu et après on reconstruit. Donc si vous allez voir un thérapeute après la crise, évidemment, vous ne faites pas ce genre de choses, de remettre le passé, de tout déballer devant le thérapeute. C'est pas fait pour ça. Vous pouvez aller voir un professionnel. Moi, ça m'arrive souvent que vous m'appeliez pour déballer votre sac. Hein. C'est le but aussi des coachings, bien que moi je vous coupe au bout d'un moment pour vous apporter des vrais biscuits, comme on dit, des vraies solutions. Mais vous voyez que si vous restez dans cette phase de thérapie, ça va pas fonctionner. Alors je vais poser une question à Grog, voir pourquoi il faut faire une thérapie comme ça et à quoi ça sert. Très bien, merci. À quoi ça sert que le thérapeute nous force à déballer notre sac et à dire la vérité? Parce que tant que vous mentez, vous soignez juste les symptômes. Lui cache sa coque, toi tu fais semblant d'aller bien. Et la bombe explose plus tard. En déballant tout devant un tiers, il n'y a plus d'échappatoire. Il doit affronter pourquoi il triche, toi pourquoi tu restes malgré tout. Et la vérité, aussi moche, libère. Ça crée une vraie base. Genre, on repart à zéro ou on lâche. T'imagines déjà comment tu te sentirais après avoir tout dit. Alors, si vous avez besoin de tout dire, effectivement, vous écrivez avec un papier et un stylo, vous déballez tout et vous déchirez, vous brûlez, c'est plus efficace. Donc là, vous n'aurez qu'un conflit. Le conjoint est en souffrance, il est dans la cocaïne, etc. et on le force à tout déballer. Alors, je suppose que, j'ai pas l'information, mais puisque ma cliente savait qu'il y avait les pansements et la cocaïne, qu'ils en ont déjà parlé. Donc l'idée, est-ce que vous pensez pas que le thérapeute va plutôt dire, bon voilà, on en est là aujourd'hui, quelles sont les solutions, puisque vous venez me voir pour vous améliorer, quelles sont les solutions pour que vous améliorez. Voilà, c'est pas la peine de tout déballer, mais plutôt, quelle est la solution? Pourquoi dans une thérapie, il faut pas chercher des solutions et aller voir le thérapeute pour dire comment nous en sortir? Pourquoi tu conseilles plutôt que la thérapie veut à déballer le sac et donner une espèce d'ultimatum à la personne pour qu'elle arrête? Parce que solution sans vérité, c'est du pansement, comme ces adultères. Le thérapeute sait que si vous planquez les merdes, coques, mensonges, aucune méthode miracle tiendra. Déballer d'abord, c'est obliger votre cerveau à voir clair. Il arrête vraiment ou c'est juste pour te calmer? Ultimatum? Pas vraiment. C'est juste poser ta limite, genre je partage pas ma vie avec un addict ou un infidèle. Et là, les vraies solutions émergent naturellement, quand il y a plus de fumée. Tu crois qu'il est prêt à entendre ça sans te prendre pour une accusatrice? Bon, voilà, on a la raison. Il sait pas trop pourquoi il fait ça. Il dit que c'est un ultimatum, puis que c'est plus un ultimatum. Dire tu arrêtes ou je pars parce que je veux pas vivre avec un addictologue, c'est effectivement un ultimatum, évidemment. Donc, vous voyez que l'intelligence artificielle n'a pas eu l'idée de dire, bah oui, effectivement, on est là pour trouver des solutions, pas 0 ou 1, où t'arrêtes, où je pars, mais comment on peut faire, qu'est-ce qui va, d'où vient ta souffrance, qu'est-ce que je pourrais t'apporter, combien de temps il faudrait pour, vous voyez, ce serait un raisonnement adulte. Voilà. Bah écoutez, c'était un premier exemple, je pense que je referai avec d'autres sujets que vous m'enverrez. Toutes les addictions, évidemment, sont difficiles à lever, la cocaïne en particulier, l'alcool, la cigarette, le sucre aussi, donc tout ça c'est compliqué, mais que ce soit le sucre, les bonbons, la drogue, le sexe ou je sais pas quoi, c'est toujours lié à une souffrance. Quelqu'un qui souffre pas n'a pas besoin d'avoir ce genre de choses, comme le pansement aussi. Donc quand vous avez créé de la souffrance dans votre couple, parce que c'est pas que vous vous aimez pas, c'est pas qu'il n'y a pas d'attachement, c'est pas que vous allez revenir ensemble, mais certainement que vous n'avez pas su gérer à un moment donné les besoins de votre conjoint, et votre conjoint, un peu par faiblesse, beaucoup par faiblesse, a pu s'effondrer et a besoin de béquilles pour le moment. Voilà. Bien, on refera cet exercice parce qu'il m'a amusé.
Donc ne suivez pas les indications de l'intelligence artificielle, évidemment, hein, vous avez compris, vous le saviez déjà, mais c'est amusant de voir. Puis là, il y avait quand même quelque chose qui était intéressant dans l'IA. Bon, il y avait une chose qui est intéressante, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui fait de la cocaïne, qui a de la cocaïne ou autre, doit aller voir si possible, un addictologue, et ça, vous pouvez l'accompagner dans ce genre-là. Après, vous voyez que tous les conseils de relation du couple, il vaut mieux les fuir, parce que sinon, vous comprenez pourquoi il y a autant de personnes qui divorcent si on va voir un psy de quartier et qui fait ce genre de conseils. Voilà. Je vous rappelle que vous avez 350 formations, 6 types de coaching pour vraiment vous faire aider, et pas pour vous dire, vous êtes un ultimatum, vous faites comme vous dites ou vous partez. C'est comme vous dites ou vous partez. On va vous aider fort dans ces coachings, dans ces formations. Et vous avez aussi les 30 000 pirates qui sont sur le groupe YouTube. Vous avez le groupe Facebook que je vous offre. Vous savez que d'habitude, sur Internet, ce qu'on fait payer le plus cher, c'est le groupe, la communauté, hein, la team, parce que c'est ce qui a le plus de valeur. Bien, moi, je vous l'offre pour que vous puissiez bien mettre en place les coachings, les formations. Alors évidemment, si vous utilisez la team family sans la base, sans les formations et les coachings, ça marche pas. Mais voilà, je veux pas vous faire payer la team parce que c'est pour moi tellement efficace pour mettre en place les formations et les coachings que c'est vraiment le cadeau du capitaine. Merci pour ce que vous êtes. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était la fin du premier enregistrement. Dites-moi si vous avez des addictions à l'IA, si l'IA vous a fait faire des bêtises, si l'IA vous répond, vous l'utilisez et vous répond à côté par moment. Donc vous savez qu'on a un phénomène d'hallucination hein, qui est de l'ordre de 30% sur les IA. Aucune des IA n'est à moins que ça, hein, et puis on ne trouve pas de solution, à tel point d'ailleurs quand on met un message, on dit ne croyez pas ce qui a été écrit, vérifiez. Comme si on était en coaching, je vous dis bon, je viens de vous donner un conseil, mais ne me croyez pas, allez vérifier. Bon, ça ferait un peu bizarre, ben oui c'est comme ça. Donc attention aux hallucinations. Alors évidemment, si vous demandez une recette de cuisine, c'est pas très grave, mais si vous voulez poser des questions sur une crise de couple, sur la suite de votre couple, le bonheur des enfants, c'est un peu limite. Hein. Vous voyez que là, Grok nous a fait des misères, et pourtant avec sa voix, il était très affirmatif. Ouais, comme ça, pour pas se laisser faire. Bref, ok. Allez, on va regarder quelques messages que vous avez vus. Merci Résilient David qui est là. Il est de plus en plus positif, Résilient David. Marlène est là. Papa Bulle, on l'a dit. Arthur. Allez, hop, Albator est là. Alors, on va prendre à partir d'Albator. Axel est réveillé, dit Papa Bulle. Albator dit salutations, courageux pirate. Bon, il y a beaucoup de bonjours. Alors, mon conjoint est épuisé, tu m'étonnes, il appelle la planète entière. Ah non, c'était Thierry, on parle de Thierry. Ah oui, parce qu'il manquerait Thierry aujourd'hui. Oui, mais j'ai eu ce matin, de bonne heure. Alors, vous savez qu'avec Hawaï, il a 11 heures de décalage. Hein, donc, quand on est ici à midi, à 13 heures, et il est actuellement 13 heures, il est minuit là-bas. Je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, minuit là-bas. Donc c'est un peu long pour faire, voilà, il a un peu un décalage, mais voilà, je lui ai donné il m'a demandé quelques trucs ce matin parce qu'il est en coaching mensuel, donc il peut m'écrire quand il veut. Et donc il avait besoin de conseils, mais vous voyez que Thierry, qui est quelqu'un de super bien, allait faire un gros interdit aussi, hein. Il allait parler à sa femme comme si c'était sa fille ado en gros, hein, qui partait en voyage. Bref, il nous comprendra. Papa Bulle dit je suis étonné que l'intelligence artificielle ne demande pas d'aller se mettre en couple avec Monica Bellucci. Résilient David, il dit qu'il est libéré de son plâtre et il se sent léger avec la résine, donc on est content pour vous David, comme ça vous êtes encore plus léger. J'espère que vous allez tous très bien, dit David, que vous avez tous une grinta de malade, que vous passez tous une très belle journée, que dis-je, une excellente journée. Eh ben c'est génial. Papa Bulle dit est-ce que ça marche pour les addictions à Haribo? Oh là là. Et j'ai eu une anecdote, alors vous ne l'avez pas connue parce que
Vous n'étiez pas encore là pour la plupart. Vous savez qu'il y avait plusieurs générations de pirates. Et il y a une génération qui était juste pendant le Covid. Et donc, voilà, ce qui est arrivé, c'est juste après la Covid. Voilà, on a fait des coachings avec une piratesse qui travaillait chez Haribo. Et qui m'avait dit dans un coaching, alors c'était une situation hyper compliquée, dans le coaching, elle me dit, capitaine, si je rentre à phase 4, je vous promets, je vous fais un cadeau de bonbons Haribo. Bon, alors vous êtes souvent à me dire ça, merci pour les petits cadeaux qu'on m'envoyait, mais c'est mon métier. Donc voilà. Et donc, alors on était peut-être en mars-avril, quelque chose comme ça, et elle me dit, capitaine, on est revenu ensemble, elle dit, je vais tenir mon pari, je vous envoie un cadeau avec des bonbons Haribo. Et elle me demande mon adresse. Bon, mon adresse, c'est mon siège social. Voilà, je donne l'adresse de mon siège social et je remercie. Voilà. Et quelques jours après, un livreur m'appelle, il me dit, vous savez, vous avez un transpalette? Je lui dis non, je n'ai pas de transpalette. Il me dit, j'ai une palette entière. Et je m'avais fait livrer une palette entière de Haribo. Alors, mais vraiment une palette, on n'a pas pu tout finir parce qu'il y a un an, je crois, on a un an pour les consommer selon les dates. Donc on en a donné. Alors mon fils était plus jeune à ce moment-là, donc il s'en est délecté pendant longtemps et il en a mené à tous les anniversaires, à tous ses copains du rugby pendant toute une année. Voilà, donc c'était la petite palette Haribo avec tout dedans, il y avait tous les formats de bonbons. Et donc voilà. Voilà, merci en tout cas. Alors je sais plus, je crois que c'était Patricia qu'elle s'appelait, mais je suis plus sûr de ce beau cadeau. Depuis, je mange plus du tout de sucre, donc c'est le cadeau Haribo, je l'aurais moins apprécié aujourd'hui. N'oubliez pas, dit David, que nos conjoints sont perdus et que nous devons leur apporter la meilleure version de nous-mêmes. Il a raison, résume David, nous devons nous transformer, devenir des rocs. En avant la phase 4 nous attend. Et David dit bonjour à VHS Music qui nous dit, Victor donc, qui nous dit l'IA est le pansement de ma femme. Ben oui, souvent il y a des personnes qui parlent beaucoup avec l'IA et qui font des bêtises, parce que l'IA, autant on peut donner sur de la philosophie, des sciences, c'est très intéressant, sur des maths, sur les relations humaines, c'est pas fait pour, c'est comme ça, ils le disent, enfin ChatGPT, Gemini le dit, on a scrappé des maths, de l'histoire, de la Bible, tout ce qu'on veut, le Coran, mais pas des relations de couple. Donc finalement, on n'a que les trucs. Comme ça a été scrappé au début, vers 2021, il y a toutes les bêtises comme Silence Radio, etc., qui ont été scrappées, malheureusement. C'est comme ça. En revanche, ce matin, je me suis fait une séance IA, entre guillemets, mais pour autre chose, pour de la philosophie. Oui, là, on peut avoir, si on veut poser une question sur Bergson, et que l'on vérifie, on est à peu près bon, quoi. On est bon. Par contre, vous voyez, sur l'exemple qu'on a fait tout à l'heure, c'était pas bon. Alors, on va s'amuser maintenant à faire la métaphore. Je vous ai préparé quelque chose. Et ensuite, on parlera de la formation qui est sortie cette semaine, qui s'appelle l'art du contact moelleux. Vous l'avez beaucoup apprécié, vous l'avez demandé depuis longtemps, parce que vous me disiez, qu'est-ce que c'est concrètement cet art du contact moelleux? C'est votre comportement quand votre conjoint est en down. Donc, je vous ai préparé un texte qui va parler de la formation, évidemment. Mais avant, on va parler on va faire un enregistrement sur les métaphores. Là aussi, c'est nouveau pour moi. J'espère que ça va vous apporter, parce que moi, j'apprends beaucoup par les métaphores. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, parce que c'est l'inconscient. Vous adorez les contes, les choses comme ça. Donc là, je vous ai préparé quelques métaphores. On fait un enregistrement. Je vous dis bonjour, je vous dis au revoir, et je vous reprends, on continue à discuter, à poser des questions. Grinta dit cœur d'or. Grinta à tous des Victor, vous êtes formidables comme d'habitude. Les pirates continuent à parler, continuent à mettre des pouces en l'air, et vous pouvez continuer à intervenir pendant que je parle dans l'enregistrement de la vidéo sur les métaphores. J'ai un œil sur vos commentaires. Si il y a quelque chose que vous voulez rajouter, vous le mettez et je le rajouterai dans la vidéo. Allez, on enregistre. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on va parler de métaphores. Alors vous savez qu'en ce moment j'aime bien vous donner des nouvelles façons de faire, des nouveaux types de vidéos.
les comptes, les reacts sur des podcasts, des reacts sur l'IA, sur des commentaires que fait l'IA quand on parle avec. Bref, aujourd'hui, je vous ai concocté une vidéo sur les métaphores. On va prendre un sujet et j'ai trouvé des métaphores pour bien vous faire comprendre sur le sujet. Et on va voir ce que ça va donner. Moi, j'apprends beaucoup personnellement par les métaphores. Si on prend des textes sacrés comme la Bible, il y a beaucoup de métaphores dedans. Alors, on appelle ça les paraboles. Dans tous les textes sacrés, hein, dans le Coran, dans la Torah, il y a beaucoup d'histoires, non, parce qu'on comprend bien par les histoires et ce qu'on appelle aussi à Hollywood le storytelling. Vous avez une formation sur le storytelling complète d'ailleurs, qui est adaptée à la crise de couple. Donc, on va voir ce que ça va donner, si ça vous plaît ou pas. Alors, je vous ai préparé quelques notes. La crise de couple que vous vivez avec votre conjoint, ça peut être vu comme un état d'endormissement social ou de retrait. Hein. Donc votre conjoint va se retirer à la fin de la phase de sécurisation parce que c'est trop lourd, parce que c'est trop ennuyeux, parce qu'il y a trop de routine. Et la phase de sécurisation peut être considérée comme un endormissement social où vous êtes effectivement recentré sur vous et votre conjoint, et petit à petit, moins d'amis, moins de sorties. En tout cas, vous, parfois, vous me dites, oui, c'est vrai qu'on n'a plus d'amis. J'avais un coaching récemment, quelqu'un qui me dit, ben oui, maintenant on habite dans le sud, mais on est parisien d'origine. Donc on a tous nos amis, toute notre famille, et effectivement, quelques années après l'implantation dans le sud de la France sans avoir d'amis, ben ça fait du mal au couple, évidemment. Donc vous avez le couple qui est un cœur, comme un cœur, avec une expansion au moment de lune de miel. On rencontre quelqu'un, donc c'est une expansion. Généralement, on rencontre ses amis, sa famille, etc. Donc expansion. Ensuite, rétractation, hein, comme le cœur. La phase de sécurisation pour élever les enfants, le métier, la maison, etc. Donc on voit moins de personnes, etc. Et ensuite, votre conjoint sort en premier de la phase de sécurisation. Il a besoin d'expansion, donc il va trouver un pansement, il va trouver des amis, il va vouloir sortir, il va vouloir changer, et vous allez être bloqué un peu au début dans la phase de sécurisation. Et une fois que vous aurez compris que vous allez dans une phase d'expansion encore plus importante, eh bien c'est là que vous pourrez passer en phase 4 et que vous éviterez les centaines de milliers d'euros de divorce si vous devez céder la moitié de la maison, du bien, du patrimoine, etc. Donc l'idée, souvent, c'est qu'en essayant de résoudre la crise, on commet souvent l'erreur qu'expliquait au 19e siècle Stanislavski, qui est un auteur qui a parlé de cours de théâtre, hein, qui donnait des cours de théâtre, et évidemment, il avait fait une expérience qu'on appelait, bon, elle est bien connue depuis les années 30, les coachs s'en font les gorges chaudes souvent, mais bon, c'est connu, c'est refait. En deux mots, Stanislavski disait j'ai perdu mon portefeuille, est-ce que vous pouvez m'aider à le chercher? Donc tout le monde le cherche, donc on dit un stop, on analyse la situation, comment on est en train de chercher, et puis Stanislavski dit non, c'était une blague, je n'ai pas perdu mon portefeuille, il est là. Donc maintenant on va faire un deuxième exercice, je vais cacher quelque part, je vais cacher le portefeuille, je vais le mettre là-bas, vous voyez, sous la table, et vous allez faire semblant de le chercher. Et on s'apercevait que effectivement les gens qui prenaient du théâtre avaient beaucoup de mal à faire vraiment une vraie recherche puisqu'ils savaient déjà où il était. Donc voilà, c'est ça le truc du portefeuille. Donc, comment on l'applique à la crise de couple? Eh bien, souvent, pour une personne qui est endormie, on va dire, hein, qui est en crise de couple, en crise existentielle, si on veut trop aller vite vers lui, c'est considéré comme une agression et c'est voué à l'échec. Un peu, on va aller trop vite, on sait déjà où il y a le portefeuille puisqu'on a vu la personne le cacher, donc on y va vite et donc ça fait une agression. Non, c'est pas du tout bon, hein, il faudra faire semblant de chercher, etc. Mais comme on sait où il est, on est beaucoup moins bon. Alors voilà, je vais vous donner quelques idées de métaphores pour comprendre ce système, en tout cas comment se comporter. Premier, la métaphore, pendant la phase de sécurisation, le muscle social s'est atrophié. Atrophié. La métaphore, c'est que le conjoint est comme un marathonien qui n'a pas couru depuis un an. Son muscle du couple est actuellement endormi et atrophié.
Les couples en phase de sécurisation ont leur muscle social atrophié, c'est-à-dire on ne sait plus trop comment faire. Vous me dites par un coaching, mais je ne sais pas comment aller trouver de nouveaux amis, je ne sais pas comment badiner, je ne sais pas comment avoir de l'humour. Et vous ne pouvez pas demander à un muscle endormi finalement de courir un marathon. Il faut d'abord se réapproprier, se réactualiser, comme on dit. Donc on ne peut pas avoir trop tôt, par exemple, une conversation sur le nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc il faut commencer déjà à repasser des bons moments ensemble sans parler du nous. Donc si on va trop vite sur explique-moi ce qui s'est passé ou comment on revient ensemble, ça va pas, c'est trop tôt. Donc on va braquer le conjoint. Donc l'objectif de cette métaphore, c'est pas de parler de la crise qui serait le marathon, mais de réveiller le muscle. Donc vous voyez, il faut y aller doucement, étape par étape, pendant que vous vous formez, vous montrez que vous changez, mais n'allez pas trop vite. Donc comment on fait quand on reprend conscience de son corps? Eh bien, on commence à aller courir un petit peu, à s'étirer, à faire de la musculation. Bref, on commence doucement. Le small talk, c'est le badinage, si vous voulez. C'est « As-tu vu le dernier épisode 2 ? Tiens, j'ai passé à toi en passant ça, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube qui était rigolote, on va la regarder ensemble, etc. » Donc le but, c'est pas d'avoir tout de suite des vraies conversations structurantes pour l'avenir, et encore moins évidemment des thérapies, mais c'est de faire un échauffement nécessaire pour que votre couple atrophié du badinage et de la socialisation revienne. Et donc ce sera pareil avec d'autres personnes. Si vous avez perdu le but de faire, l'habitude de rencontrer des personnes, il va falloir y aller doucement, sinon ça va faire trop fake, comme le portefeuille. Deuxième métaphore que j'ai trouvée, c'est la métaphore de l'interrupteur dans une pièce sombre. L'interrupteur dans une pièce sombre. La métaphore, c'est que votre partenaire est dans une pièce sombre qui est une bulle, comme Papa Bulle. Vous essayez de lui décrire le mobilier, mais comme la lumière est éteinte, c'est pas facile. Si vous voulez parler du fond, le mobilier, c'est la crise, les sentiments, l'avenir, votre conjoint étant dans le noir, il va rien voir, il va pas comprendre. Il ne peut rien voir, il ne peut pas participer. Si vous lui dites qu'est-ce que tu trouves, comment tu trouves le meuble, il fait noir, donc il ne peut pas vous dire, il va vous dire des bêtises. Donc continuer à parler du fond quand vous êtes en crise de couple, ça ne peut que l'irriter. Donc l'idée, c'est d'arrêter de parler du mobilier. La seule priorité, c'est de trouver l'interrupteur, de remettre de la lumière dans votre couple, du côté agréable, de la légèreté. Donc le badinage, c'est cet interrupteur. Il fait beau, le café est bon ce matin. Alors, c'est pas directement de la conversation philosophique, c'est un clic qui va allumer la lumière. C'est comme l'interrupteur. Vous cherchez le clic qui va allumer la lumière. Le badinage, c'est le clic qui va allumer la lumière. C'est une bonne métaphore, je trouve. C'est seulement quand la lumière est là, quand la lumière est revenue, que vous pouvez parler du fond et du mobilier. Mais qu'est-ce qui se passe quand on allume la lumière et qu'on est dans le noir? Au début, on voit rien. On a mal aux yeux. C'est tout flou parce qu'il y a beaucoup de lumière. Donc n'allez pas trop vite. D'abord, on allume la lumière et ensuite, on laisse la personne, le conjoint, s'habituer à ce que vous avez mis en place, à ce que vous avez votre badinage, votre humour, votre légèreté. Parce que si vous allez trop vite, votre conjoint ne va pas comprendre. Donc peut-être qu'on peut même allumer la lumière, non pas on-off, mais comme sur des lampes halogènes, où on a un bouton où on peut mettre plus ou moins d'intensité. Donc vous allez commencer à réchauffer tranquillement et avec cette métaphore du clic. Donc on ne peut pas parler tant qu'on n'a pas mis de la lumière, tant qu'on n'a pas mis cette légèreté, on ne peut pas parler du fond. Donc d'abord vous mettez la légèreté, quand vous avez mis avec votre conjoint, vous êtes rapproché, là à ce moment-là, vous pouvez y aller, vous pouvez parler un peu plus du fond. Alors pour ceux qui sont en live, j'ai mis en pause l'enregistrement parce que j'ai très soif. Merci Cœur d'Or, merci Guillaume, merci Papa Bulle. Vous faites vraiment une très belle équipe. Allez, on continue par les métaphores. Dites-moi en commentaire si vous vous servez, vous, des métaphores, si ça vous aide à comprendre. Métaphore suivante que je vous ai trouvée, je l'ai appelée le ping de connexion, ping-pong. Le serveur de votre couple, il est déconnecté. On va prendre la métaphore du serveur. Vous continuez d'envoyer d'énormes fichiers, vos émotions, vos reproches, qu'est-ce qu'on pourrait faire, pour Noël, qu'est-ce qu'on fait, là au moment où j'enregistre cette vidéo, on est début novembre, il y a des clients en coaching qui me disent comment je demande à mon conjoint qu'est-ce qu'on fait pour Noël. C'est dans 2 mois.
Donc c'est trop tôt. Cette année, c'est un peu particulier pour les grandes vacances, pour les vacances, pour Noël. On s'y prend un peu plus dernièrement. Comment dirais-je, au dernier moment. Je vais y arriver. Donc, si vous envoyez des qu'est-ce qu'on fait dans 2 mois ou beaucoup d'émotions, beaucoup de reproches, eh bien évidemment, les fichiers étant trop gros, ça va pas passer par le tuyau, comme on dit, et ça va bloquer, vous allez planter votre ordinateur. Donc, quand un ordinateur est offline, on n'essaye pas de lui envoyer un film de 10 gigaoctets. On envoie un simple ping, un petit signal, juste pour voir si le canal est ouvert. Et si votre partenaire est offline, évidemment, ou si votre partenaire est online, on ne fait pas la même chose. Hein, on va pas envoyer le ping si le canal est fermé. Donc vous allez arrêter d'envoyer les gros fichiers, mais vous avez envie au début. Hein, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Votre mission, c'est de devenir plutôt un ping. Hein, le badinage, c'est ce ping. J'ai fait des courses, j'ai pris le pain que tu aimes, j'avais envie de prendre des sushis, j'ai pris des sushis. C'est juste un signal, c'est un pur signal. Vous ne cherchez pas une réponse, la data, la grosse data. Au début, vous envoyez juste le ping. Vous essayez d'aller chercher un accusé de réception. Est-ce que mon conjoint est ouvert ou pas? Est-ce que le offline est ouvert ou pas? Et vous vérifiez avec ça si le canal est ouvert. Quatrième métaphore pour l'histoire du portefeuille, c'est la métaphore de l'échec du portefeuille, évidemment, hein, l'authenticité forcée. Quand vous dites « Allez, parlons vraiment », un peu comme le psy de quartier, il faut se dire les choses maintenant, ben vous êtes comme dans l'exercice de Stanislavski, de la personne qui fait semblant de chercher son portefeuille. C'est faux et tout le monde le voit. Donc si vous voulez dire maintenant il faut prendre des décisions, c'est comme ça ou c'est pas autrement, tu arrêtes ça ou tu arrêtes le pansement ou je m'en vais, c'est faux et tout le monde le voit. Donc ce n'est pas parce que Antoine ou Georges ou qui vous voulez, le pirate qui ferait l'expérience du portefeuille aurait vraiment vécu la perte du portefeuille qu'il ne peut pas jouer la scène. C'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on ressent vraiment la crise que vous pouvez forcer la conversation authentique. Ça sonnerait faux. Votre conjoint n'y serait pas prêt. Votre partenaire le sent et se ferme. Donc si vous envoyez du fake, votre conjoint va le sentir. Hein. Si vous savez exactement où est le portefeuille et que vous faites semblant de le chercher, ça va se voir. Donc forcer le vrai produit du faux. Donc si je force le vrai de chercher le portefeuille alors que je sais où il est, ça va créer du faux. Si je fais semblant de faire un silence radio, si je fais une manipulation du fuis-moi je te suis, de l'être magique, c'est faux, donc ça va se voir. Alors, si vous parliez à quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous n'allez pas voir par longtemps, peut-être que la manipulation pourrait marcher. Votre conjoint qui vous connaît depuis tant d'années, évidemment, ça ne marchera pas. Donc, vous allez adopter une approche qui est plus brechienne que de Stanislavski. Vous assumez ce qu'est une performance. Vous dites, bon, je ne vais pas essayer d'être authentique sur la crise, je vais jouer plutôt le rôle de la personne qui est en train, mon vrai rôle, la personne qui est en train d'aller vers la phase 4, qui a compris la phase 4, qui n'est pas parfait encore, mais qui va. Donc cette performance consciente d'aller vraiment vers la phase 4, c'est une phase honnête, et l'honnêteté paye, évidemment, hein, pour ici on est authentique et on est honnête, c'est pour ça que vous avez autant de résultats, mes pirates, c'est plus vous allez être honnête et plus vous allez être authentique, plus vous aurez de chances de stimuler votre conjoint, plutôt que l'authenticité forcée, l'authenticité face. Autre métaphore, le sas de décompression. Votre partenaire, pendant sa crise, est dans un vide glacial de l'espace. Vous êtes dans le vaisseau au chaud, parce que vous êtes avec les pirates, parce que vous avez les formations, parce que vous avez le coaching, vous savez faire. Mais vous ne pouvez pas simplement ouvrir la porte et lui dire « rentre ». Hein, on pourra avoir la métaphore du bateau, vous êtes sur un superbe yacht, il y a une tempête, votre conjointe est dans les vagues, et vous lui jetez une bouée. Ben, si elle n'a pas demandé, si elle n'est pas prête à attraper la bouée, non, je vais m'en sortir. Ben, la bouée, elle va partir et vous n'aurez plus de bouée. Il faut attendre que votre conjoint est suffisamment avancé, qu'il se dise, ben, je ne peux pas m'en sortir tout seul, pour qu'il soit très content d'être avec vous. Donc, si vous ouvrez la porte du vaisseau, c'est la mort assurée. Si vous jetez la dernière bouée que vous avez alors que votre conjoint n'est pas capable de l'attraper,
c'est pas bon. Donc, si vous ouvrez la porte, il y a un appel d'air qui va être trop violent, donc vous aurez besoin de ce qu'on appelle un sas, d'une zone de transition pour que la pression s'équilibre. Donc, vous allez ouvrir une première porte où il va y avoir une décompression, mais ça va pas être la décompression dans tout le vaisseau. Ça va être une phase de pression équilibrée, comme on dit. Donc, le badinage, par exemple, ça va être le sas. C'est l'espace finalement qui est en apparence inutile, mais qui n'est ni le vide glacial, ni l'intérieur chaleureux. Si vous voulez en faire trop, vous êtes toujours en train de rire, en train de sourire, faire que des blagues, ça marche pas. L'étape obligatoire pour passer du vide glacial à la chaleur du vaisseau, c'est ce sas que vous faites avec le badinage. Donc, vous acceptez de passer du temps dans ce sens, les conversations sur la météo, sur les enfants, sur l'actualité, sur Tati Janine, avant de pouvoir vraiment espérer définitivement ouvrir la porte intérieure. Allez, je vous en fais une autre, l'agression de l'authenticité, une nouvelle métaphore. Votre conjoint est endormi, c'est ça la métaphore. On doit parler et lui jeter un seau d'eau glacé au visage pour le réveiller. Imaginez que vous dormiez, quand vous jetez un seau d'eau au visage, il faut que tu te bouges, il faut que tu laisses pansement, il faut qu'on parle, je te donne un ultimatum, c'est comme ça, c'est pas autrement, donc on va pas y arriver. Donc une intrusion directe sur une personne endormie socialement, c'est une agression. Un seau glacé, ça va le réveiller, évidemment, un seau d'eau glacée, ça va le réveiller, mais dans la panique, la colère et le ressentiment. Donc si vous allez trop vite, vous allez créer chez votre conjoint de la panique, de la colère et du ressentiment. C'est ce que vous allez forcer, par exemple, en créant des discussions, des ultimatums, il faut qu'on parle, où t'en es avec pansement, est-ce que tu comptes revenir, faut que tu te positionnes, on peut pas continuer comme ça. Donc le badinage, c'est l'alternative, ce n'est pas le gros seau d'eau de glace, c'est l'odeur du café qui monte doucement à l'étage, on donne envie. C'est un rayon de soleil sur votre visage. C'est une attitude de stimuler et de réveiller votre conjoint en douceur sans l'agresser. Allez, j'ai envie de vous en donner une septième, mais ce sera la dernière métaphore, parce qu'il faut avancer quand même. La métaphore de l'acteur froid, qui est un piège à éviter. L'idée, c'est la métaphore de ne pas devenir un colocataire froid, un colocataire froid. Ce que vous êtes devenu dans la phase de sécurisation, colocataire froid, et attention, la métaphore du colocataire froid, de ne pas la continuer. La personne qui imite la technique parfaite mais reste froide, ça marche pas. Si vous faites des small talk, des badinages du type oui, mais qu'est-ce que tu as fait au travail? Est-ce que tu as payé la facture? Ou un bonsoir, ça a été ta journée? Eh bien, on serait un acteur, mais un acteur froid. Vous voyez que peut-être que le texte serait bon, du type on m'a montré une vidéo aujourd'hui, c'était extraordinaire. Ça, c'est le texte. Mais si vous le dites comme je viens de le dire là, ça marche pas. Si vous mettez une autre intention d'acteur, ça peut marcher. Alors on m'a pas donné une vidéo aujourd'hui. Voilà, donc avec beaucoup plus d'énergie, avec quelque chose comme ça. Sinon, c'est comme si il y avait quelqu'un qui lisait un prompteur, vous savez, on l'a beaucoup sur YouTube, ça m'énerve quand on a un prompteur qui est lu, alors moi je prends des notes, hop, j'ai des notes, évidemment que les professionnels ont tous des notes, heureusement, parce que c'est vous rendre hommage de préparer ce que j'ai à vous dire pour pas oublier les choses, et pas arriver en disant on verra bien, on va y aller. Donc ça c'est le côté bienveillant et professionnel. Mais vous voyez comme l'IA, où c'est lié une voix sans timbre qui lit un texte, même si c'est bien lu, on se lasse très vite. Donc le but n'est pas de jouer la comédie au quotidien, vous pouvez vous amuser évidemment, mais c'est de stimuler par la dissonance. Le badinage par exemple montre que vous êtes là, un compliment inattendu, une blague, une observation partagée, c'est un badinage conscient qui dit je joue le jeu pour toi et je ne suis pas un acteur fake qui joue un rôle qui n'est pas le sien. Voilà, bon, c'était quelques métaphores autour du badinage, autour de la sortie de crise, autour des vaisseaux spatiaux, pour vous faire avancer. Moi, j'apprends beaucoup par les métaphores, et souvent, c'est game changers. Oui, je comprends mieux, parce que c'est quelque chose qu'on a compris, la métaphore. J'ai bien compris le sas de la pression du vaisseau. Ça, je le sais déjà, j'ai bien compris ça. Et bien, quand je vais coller quelque chose qui est différent à quelque chose que je sais déjà, ça va éclairer la deuxième chose,
Par exemple, la crise de couple et la sortie du moment glacial. Voilà, l'idée du marathon aussi, hein, il faut y aller doucement. Si je ne me suis pas entraîné depuis longtemps et que j'y vais à fond, je peux me péter. Mais là, c'est pareil pour la resocialisation. Voilà, si vous avez envie de vous former, c'est nécessaire. Si vous avez envie de faire des coachings, ce qui est nécessaire, vous pourrez ensuite vous faire aider par les 30 000 pirates qui sont sur la chaîne YouTube, sur Facebook, etc. Vous allez pouvoir vous faire aider pour mettre en place ce que vous apprenez dans les coachings et les formations. Si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit. Sur la fichier plus, le descriptif, vous avez le catalogue des 350 formations, 6 types de coaching. Je vous offre une formation gratuite qui s'appelle le Best of, c'est toujours dans le même lien. Vous avez le lien des pirates sur Facebook qui coûte, normalement c'est ce que mes confrères facturent et facturent cher l'accès à la communauté. Moi je vous l'offre pour que vous puissiez bien mettre en place les coachings et les formations. Merci pour ce que vous êtes mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le deuxième enregistrement. On va faire un troisième où on va parler du contact moelleux, ce qu'on a mis en place cette semaine. Donc la formation qui est sortie, puisque si vous regardez ce live en direct hier, mercredi, hein, le contact moelleux, c'est la bonne façon d'être quand votre conjoint est en down. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Terre d'Or? Lucia est là. Lucia était en formation apparemment. Il y a Marlène qui est là. Les pirates vous aident énormément, dit Marlène. Attendez. Je fais un coup d'anti-IA sur TikTok parce que TikTok n'aime pas du tout les IA qui font des lives. Donc il nous demande de temps en temps de faire un petit puzzle. C'est interdit de dire aux amis pirates qu'ils sont géniaux, que c'est une chance de vous côtoyer. Gratitude. Et motivation sont devenus mon quotidien. Ben non, ça c'est pas un interdit, au contraire. Les pirates, David vous disent que vous êtes un mec formidable, qui avait bien évolué, qui avait un bon mindset, et donc c'est normal que vous aussi vous ayez de la gratitude pour eux. La neurohypnose des interdits fait peur. À écouter, mets-le en boucle, c'est express, on dirait oui. Quand le fichier de neurohypnose vous fait, tous les fichiers de neurohypnose font énormément de bien, évidemment, mais quand ça vous touche encore plus, ça veut dire qu'il y avait vraiment un truc à toucher. C'est sur la peur, si c'est sur, je sais pas quoi, sur par exemple le badinage, si c'est sur l'humour, que ça vous touche vraiment, c'est que vous aviez beaucoup de choses à voir. Sur les interdits, il est top, le neurohypnose aussi. David a dû faire un interdit puisqu'il a dit ouais voilà David, je suis parti de la maison en juillet. Ah oui, voilà, interdit un mois après qu'elle ait rompu notre relation. Oui, mais quand on sait pas, on croit bien faire et puis on se trompe, mais c'est pas grave, hein. Voilà, Papa Bu lui dit c'est pas grave David, tu vas trouver un moyen de le recontacter, même si derrière tu commets un interdit sans le savoir. Là, tu es dans la purée. Voilà. Bon. Donc, oui, alors, qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise après être parti? Moi, je veux savoir. Qu'est-ce qu'il a fait, notre ami David? Je sais pas, oui. On va y arriver parce que là, ça discute entre vous là-dessus. Alors, David dit, dis-moi les pirates, je dois prendre ma première formation, comme vous le savez, ma douce m'a bloqué de partout, j'ai vu une formation sur le silence radio du conjoint. Alors, ouais, vous pouvez prendre celle-ci, vous avez le pack starter qui est bien aussi pour vous, David, prenez plutôt le pack starter et ensuite prenez cette formation-là Tiens, on va faire, je vais vous faire un truc que j'ai jamais fait, David, ou si j'ai dû le faire une fois. Prenez le pack starter, vous me direz, et je vous offrirai la formation Rompre le silence radio. Allez, on va faire ça. Parce que David, il vient mettre du baume au cœur là, des pirates. Donc on va faire ça, David. Vous prenez le pack starter cet après-midi ou demain, allez, avant ce week-end, parce qu'après je me rappellerai plus de ce que j'ai dit. J'ai pas trop de mémoire. Le capitaine n'a pas de mémoire. Et du coup, quand je recevrai votre commande du pack starter, je vous enverrai un lien avec la formation Rompre le silence radio gratuite. Comme ça, vous aurez les deux. Voilà, de temps en temps. Hein. Il faut savoir récompenser les bons pirates et faire des cadeaux.
Papa Bulle dit, ben voilà, déménagement, 5 ans, difficulté à resocialiser dans la nouvelle région, et paf, pastèque. Ben oui, c'est Papa Bulle est dans le cas du client avec qui j'étais hier soir, effectivement. Pareil, hein, voilà, donc il a déménagé, il n'a pas pensé à resocialiser, il ne savait pas qu'il fallait resocialiser. Il me disait hier soir, mais je ne sais pas comment faire. Alors qu'il a, bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais il a des enfants qui font du sport. Donc voilà, c'est simple, avec les autres parents, en allant voir les matchs, en allant voir les compétitions, en se déclarant bénévole, en disant oui, moi je veux bien participer à l'organisation de la manifestation, à faire les goûters ou je sais pas quoi, bien on va trouver des personnes. Et dans les 200 personnes, 100 personnes, 50 personnes qui seront là, ben, il y a des personnes avec qui on va avoir de l'affinité. On aura tout de suite un sujet de conversation. Si la personne fait, allez, on va dire du foot, par exemple comme ça, c'est pas réel par rapport à mon client de hier, eh bien on pourra parler de l'entraîneur, des règles du jeu, de l'équipe de France, de l'organisation du club, de la qualité du terrain, enfin, des déplacements, des anecdotes, de raconter certains matchs. Ce match-là, ils ont super bien joué. Voilà. On les a les sujets de toute façon, il n'y a pas de souci. Toc. Le premier ami, 15 ans de moins, c'est pansement, dit Papa Bulle. Hop. Alors, avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, c'est tellement évident, dit Papa Bulle. Oui, ben c'est sûr. Hein. Quand on connaît, on prend l'exemple du portefeuille de Stanislavski. Bon, quand on cherche, on finit par trouver, mais quand on sait déjà, c'est pas facile de chercher. Quand on sait comment fonctionne le moteur d'une voiture ou quand on sait quand c'est qu'il faut faire l'entretien, ça paraît simple. Mais si on ne savait pas qu'il fallait faire l'entretien de la voiture et qu'elle tombe en panne, forcément, ça va être. Papa Bulle dit David, j'opterai sur le pack starter pour éviter interdits avant de reprendre contact. Oui, vous avez raison, formez-vous avant de reprendre contact, David. Déjà, vous avez fait des beaux progrès, vous avez changé de mindset, c'est tout à votre honneur, on vous félicite. Bon, je vous fais plein de compliments, mais vous les méritez. Maintenant, il faut rentrer, je vous le disais dans le live de mardi, je crois, il faut rentrer maintenant dans le vrai travail. Voilà. Une fois tu sais ce qu'il ne faut pas faire, tu passes au silence radio. Voilà. J'ai pas fait trop d'interdits, dit David, bravo. Au début quand même, quand elle voulait plus me parler, j'ai fait comme madame, j'ai fait un silence radio et je sais c'est pas bien. Oui, mais on savait pas. Voilà, on savait pas. Faut pas vous en vouloir quand vous ne saviez pas. Tuc. Allez, on va aller. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Ah si, j'ai fait une bêtise comme d'habitude. Non, c'est pas vrai. Tuc. Alors, tac, c'est bon. Allez, on va faire le dernier enregistrement du live. Vous êtes toujours au top. Continuez à vous motiver comme ça. Merci aux amis pirates et David. Vous aviez vu juste pour le pack starter. Ben oui, là, vous aviez raison. Merci à Bruno pour David, Iker d'or. Ben oui, de temps en temps, hein, je dis pas tous les. Bon, là j'étais obligé de lui dire à David pour qu'il ait l'information. Voilà, quand vous êtes des bons clients, vous avez droit à des cadeaux, mais je ne suis pas obligé de le mettre sur la place publique. Allez, on est parti. Hop. Dernier enregistrement, je dis bonjour et je dis au revoir, et on y va ensuite. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On va parler d'une formation qui s'appelle le contact moelleux. Qu'est-ce que c'est le contact moelleux? Ben, si vous êtes en crise de couple, c'est normal, tous les couples de longue durée traversent des crises de couple, c'est normal. Eh bien il y a des moments où il y aura des hauts et des bas, surtout si votre conjoint est en crise existentielle, les crises de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, voire vous avez crise de sens, on ne sait pas trop en année. Donc il y a des hauts et des bas, des up et des down, comme on dit ici. Et donc, quand votre conjoint est en down, il faut garder un contact, surtout pas faire de silence radio, mais un contact moelleux. Et souvent, vous me dites, capitaine, qu'est-ce que c'est ce fameux contact moelleux? Et je me suis décidé à faire la 350e formation, puisqu'il y a 350 formations disponibles sur le catalogue que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo dans la fichier plus. Vous avez les 6 types de coaching, la formation qui est offerte, le best-of.
Et qu'est-ce que vous avez offert aussi? La communauté des pirates pour vous aider à mettre en place ce que vous apprenez, les coachings, les formations. Vous avez 30 000 personnes sur YouTube et vous êtes 2500 à passer tous les jours sur le groupe Facebook. Le groupe Facebook, il est gratuit, hein, je vous offre la communauté. Souvent, mes confrères ou sur Internet, le modèle économique, c'est de faire payer très cher une communauté qui est indispensable. Moi, je vous offre cette communauté, je ne la fais pas payer très cher pour que vous puissiez bien mettre en place les formations et les coachings. Alors, qu'est-ce que ça dit, cette formation sur le contact moelleux? Lorsqu'un partenaire traverse une crise existentielle, son comportement peut sembler au départ irrationnel, imprévisible. Vous êtes à la fin de la phase de sécurisation, la fin de la plus longue phase du couple, vous avez construit votre maison, les enfants, le métier, etc., vous avez élevé les enfants, vous retrouvez maintenant dans ce qu'on appelle une tempête relationnelle. Cette situation, elle est souvent vécue comme un chaos insondable, où les réactions émotionnelles disproportionnées et l'hostilité apparente rendent toute interaction très douloureuse et contre-productive. Pour comprendre comment fonctionne exactement la tempête relationnelle et pour savoir comment faire le contact moelleux, j'applique la méthode souvent des raisonnements par principe premier. C'est une méthode scientifique qui permet de dépasser les réactions émotionnelles pour identifier les vérités neurobiologiques fondamentales qui régissent l'état de la crise existentielle et les moments de down de votre conjoint. Donc l'idée, c'est d'avoir une stratégie d'interaction consciente et efficace, ce qu'on appelle le contact moelleux. C'est pas une astuce, c'est pas une manipulation, c'est une réponse logique adaptée à la réalité cérébrale de la crise. La première étape de toute analyse rigoureuse consiste à définir précisément le problème du contact moelleux et du down et à éliminer les ambiguïtés. Donc, les problèmes initiaux, souvent formulés comme les comportements inadaptés de mon conjoint, masquent souvent la complexité des mécanismes sous-jacents. Pour que vous arriviez à bien comprendre où est votre conjoint, s'il est en up ou s'il est en down, vous devez avoir trois perspectives distinctes. Premièrement, la perspective du partenaire observateur. La question à vous poser, c'est comment interagir efficacement avec un partenaire dont les réactions sont devenues imprévisibles et hostiles. Donc on ne peut pas agir et interagir avec votre conjoint qui est devenu imprévisible et hostile comme vous le faisiez dans la phase de sécurisation ou en étant gentil ou des choses comme ça. Ça ne marche pas. Deuxième question, perspective neurobiologique, quels sont les mécanismes cérébraux, et ça je vous l'explique dans la formation, qui transforment un partenaire aimant un individu en mode survie pour l'instant et à comment adapter son environnement pour réduire cette charge allostatique. Donc une tempête neurobiologique est caractérisée par des modifications profondes du fonctionnement cérébral de votre conjoint. Ça ne durera pas, mais pendant la crise, c'est une modification profonde. Ça implique une déconnexion fonctionnelle entre le striatum, qui est le centre de la récompense, le cortex préfrontal, qui est le centre du contrôle, du raisonnement, et bien sûr une hyperactivité de l'amygdale, qui est le centre de la peur, une inondation de cortisol, une restructuration cérébrale énergivore pour votre conjoint, qui place votre conjoint en mode survie. Donc là, vous allez comprendre en détail, quand vous allez faire la formation, tout ce que je viens de vous dire là. Donc c'était une première étape. Comprendre ce qui se passe dans la tête de votre conjoint. Pourquoi il est si souvent en down? Le down, c'est une période de basse énergie. C'est des phases de basse énergie récurrentes, prévisibles, au sein du cycle neurochimique de la crise. Ces périodes sont marquées par l'épuisement. Alors au début, votre conjoint est plein d'adrénaline, donc ça masque l'épuisement. L'épuisement, il vient ensuite quand vous avez mis des heures et des heures de cortisol dans le corps de votre conjoint, enfin il se l'est mis tout seul, votre conjoint, c'est qui va entraîner l'épuisement, le repli, la fatigue mentale extrême, il n'arrive plus à réfléchir, il prend que de mauvaises décisions, l'hypersensibilité aux stimuli. J'étais en coaching ce matin avant de tourner cette vidéo avec une piratesse qui me disait « Mon mari ne supporte plus les paroles des enfants, les cris des enfants. » Les enfants, ils ont des enfants en bas âge, ça joue, ça crie, ça se court après. Et les parents sont en principe prévus pour accepter ça. C'est pas simple pour eux. Donc ils ont besoin
enfin de calme, parce qu'ils sont hypersensibles aux stimuli, et ils ont un besoin accru de distance pour préserver les ressources cognitives qui sont limitées. Donc, une des stratégies délibérées qui est conçue pour être présente sans imposer la pression s'appelle le contact moelleux, c'est-à-dire que vous allez, et c'est là que c'est génial, une présence invisible. Vous allez être présent, mais de façon invisible. Vous êtes là sans saturer l'espace. Vous allez apprendre à le faire dans la formation. Vous allez apprendre à donner une faible charge cognitive, interaction brève, interaction légère, et l'absence de demande, ne pas exiger de reconnaissance, de décision ou d'engagement émotionnel, c'est game changer. Donc on est là, on passe des bons moments, on ne veut pas de reconnaissance, on ne veut pas que notre conjoint prenne une décision, ne pas prendre une décision maintenant parce que ça risquerait de ne pas être le bon moment, et ça serait un désengagement émotionnel. Donc l'idée, si vous voulez comprendre ce qu'il faut faire, c'est d'abord de bien comprendre ce que je viens de vous dire là. Ce qu'il faut ensuite avoir bien en tête pour bien mettre en place ce que vous apprenez à la formation, comment mettre en place ce contact moelleux, c'est que le stress chronique de votre conjoint, c'est une surcharge émotionnelle qui va provoquer une bascule neurobiologique fondamentale. Le cortex préfrontal, encore une fois, c'est le siège de la logique, de la nuance, de la planification, elle est inhibée pendant la crise. Donc, beaucoup de dames. Tandis que l'amygdale, le centre de la peur, des réactions instinctives, devient hyperactive. Donc, le cerveau ne fonctionne plus en mode analyse, c'est pour ça que votre conjoint prend beaucoup de mauvaises décisions et fait des erreurs, mais en mode survie. Donc, l'analyse rationnelle est diminuée. Quand le cortisol inonde le cerveau, ça rétrécit littéralement les connexions préfrontales. La pensée nuancée, le raisonnement complexe, la logique deviennent physiologiquement inaccessibles. C'est pour ça que je vous conseille dans la formation, vous verrez comment, de mettre beaucoup de légèreté, pas de sujet important. Votre conjoint ne choisit pas généralement un pansement pour faire de la philosophie, mais pour avoir de la légèreté, pour pouvoir se plaindre de vous, pour pouvoir vider son sac. Il choisit des amis plus jeunes qu'eux pour faire la fête. Il croit retrouver leurs 20 ans en allant en boîte de nuit, par exemple. Ça arrive. Donc l'analyse rationnelle fait que l'on ne prend pas les bonnes décisions, et tenter évidemment de convaincre par des arguments rationnels est impossible, puisque la rationalité, la logique de votre conjoint n'est pas là. S'il était logique, il dirait « Ah oui, je suis en train de traverser une crise, bon, il vaut mieux pas que je prenne une décision, je vais en parler à mon conjoint et dire « Excuse-moi, je suis un peu sous-polé actuellement, comme si j'avais une ménopause. » Il y a des personnes qui font ça, qui sont équilibrées, qui vont traverser leur crise de la cinquantaine, la ménopause, et qui préviennent leur conjoint « Écoute, je suis désolé, j'ai des bouffées de chaleur, je suis pas bien, laisse-moi juste tranquille quand je suis pas bien, vraiment, ça va aller mieux dans quelques temps, mais là, c'est un mauvais moment qui passe. » Donc on est dans une logique, mais non, quand on est en crise de couple, on n'en est pas là. Alors j'ai raconté souvent sur des lives quand j'ai traversé ma crise existentielle, j'avais 39 ans, de la quarantaine. Mon associé de l'époque, puisqu'à l'époque j'étais associé avec quelqu'un, coucou Marie-Ange. Un jour, on était dans la voiture, je l'ai raconté plusieurs fois, mais elle me dit, Bruno, voilà, on est un peu inquiet au bureau, il n'y avait que des filles qui travaillaient avec moi, depuis quelque temps, t'es bizarre, alors je crois que je mettais on appelle ça pour être bronzé, là, de l'auto-bronzant, donc j'avais l'air orange, j'avais laissé pousser un peu les cheveux, donc j'étais en crise et je pensais vouloir être jeune, mais je le savais que j'étais en crise, donc j'ai pas tout cassé autour de moi. Et ça l'a marqué parce que je lui ai répondu « Ah, mais t'inquiète pas, je suis en crise existentielle, j'en ai encore pour 18 mois. » Et elle était restée comme ça, et elle en avait parlé en rentrant au bureau. On dit « Oui, t'en as parlé à Bruno ?» Parce que les filles, elles disent « Il faut qu'on parle à Bruno. Ouais. » Et elle dit « Oui, j'en ai parlé. » Il m'a répondu qu'il était en crise existentielle et qu'il en avait pour 18 mois. Et elle m'en a parlé il y a pas très longtemps. On s'est revus il y a 2 ou 3 ans là-dessus. On en a parlé il y a 2 ou 3 ans. Et des années après, ça l'avait marqué. Voilà. Donc je savais, j'avais la logique. Donc je dis, oui, je suis en train de faire ma crise, attention. Et évidemment, j'ai pas tout cassé parce que je le savais. Mais votre époux, votre épouse ne le sait pas. Donc c'est compliqué. Donc qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus le préfrontal? Eh bien, on fait des réactivités disproportionnées. L'amygdale qui est hyperactive va transformer des remarques anodines, voire des questions neutres. Ça s'est bien passé aujourd'hui au boulot. Si je demande ça au moment où mon conjoint est en down, c'est perçu comme une menace.
Ça déclenche des réponses automatiques quand on est menacé, de combat ou de fuite. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Ou oui, c'est bon, c'est bien passé. Voilà. Donc la proximité physique, les questions intrusives sont considérées comme une menace par votre conjoint dans son territoire mental qui est en train de se reconstruire. Il faut savoir, comme un ado en crise, que pendant une crise de couple, pendant une crise existentielle, eh bien, c'est en train comment dirais-je, de se restructurer. Voilà. Donc vous, il faut être patient. Hein, l'union est possible. La plupart du temps, quand la crise est finie, ben, si on a fait ce qu'il faut, on revient ensemble. Mais on ne doit pas garder cette idée de oh ben voilà, tout le monde se sépare, etc. Non, tout le monde vit des crises en revanche. Mais on peut bien les gérer. Et le but, évidemment, c'est de faire en sorte que les parents ne se séparent pas quand c'est possible, évidemment, pour ne pas que les enfants changent de maison toutes les semaines et galèrent pendant 10 ou 15 ans de leur vie et ensuite passent leur temps sur le canapé, sur le petit. Il faut penser aux enfants, quand on en a, évidemment. Donc c'est bien quand le petit de quartier dit « Oh, ben, vous savez, il faut vous écouter, on n'a qu'une vie, si vous avez envie de le faire, voilà, faites-le, écoutez votre cœur. » Oui, on écoute notre cœur, mais on est responsable de nos enfants. Et c'est pour ça que ça se passe mal entre les enfants et les crises. Donc effectivement, depuis la nuit des temps, tout le monde traverse des crises existentielles, mais on n'est pas obligé de les forcer pour autant. Donc l'état interne du partenaire n'est pas une simple mauvaise humeur, hein. Il s'agit d'une modification profonde de sa biologie cérébrale qui altère radicalement sa perception de la réalité, passée comme présente. Il réécrit le passé et ne voit pas correctement le présent. Ce que votre conjoint ressent, c'est sa réalité, mais c'est pas la réalité. Et sa réalité, elle semble illogique de l'extérieur. Sous l'influence du stress actuel, le cerveau de votre conjoint réinterprète la réalité. Il fait ce que j'appelle une réécriture mémorielle. Il sélectionne, il amplifie les souvenirs négatifs. Il minimise, parfois même il efface, les expériences positives. Un voyage en Grèce, j'aime bien cette expression, perçu comme merveilleux, peut être soudainement redéfini comme pourri, parce que je suis énervé, je suis en colère, je me souviens que pendant ce voyage, mon conjoint, à un moment donné, il m'a fait attendre un quart d'heure parce qu'il était dans la salle de bain. Oui, mais après c'était génial le voyage, mais je ne me souviens que de ça. Donc du coup, pendant la crise, c'est pour ça qu'il va falloir apprendre à faire ce contact moelleux dans la formation, on a ce que j'appelle un filtre neurologique de la méfiance. Les gestes bienveillants que vous allez faire pendant les moments de down sont systématiquement passés au travers du filtre de la méfiance. Une offre d'aide pendant que votre conjoint est en down peut être perçue comme une tentative de contrôle. Une question peut être perçue comme une manipulation. Quand votre conjoint est en down, les détecteurs de manipulation innés sont hyperactivés, notamment face à des changements motivés par la peur de la perte. Vous allez rassurer votre conjoint parce que vous allez bosser sur vous et passer, vous déjà en phase 4, et vous allez stresser votre conjoint si vous avez des changements qui sont liés par la peur de la perte. Quand votre conjoint est en crise, existentielle, il a une chute des niveaux d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Il supporte même plus ses enfants. Il abandonne. Il est beaucoup moins présent qu'avec ses enfants. Il ment à ses enfants. Voilà, j'ai la femme d'un client, donc le client c'est le pirate et sa femme c'est la criseuse, c'est comme ça, qui était une excellente maman, se désintéresse des enfants parce qu'elle a une chute du taux d'attachement. Et elle se plaint que les enfants lui en veuillent. Donc qu'est-ce qu'elle dit? C'est toi qui les manipules. Toujours les mêmes scénarios. Donc quand on est en crise existentielle, on a l'hormone de l'attachement qui réduit temporairement la sensation de connexion et de bien-être associée aux interactions familières. Le mari, la femme. Donc c'est le foyer restreint. Donc la personne en crise, votre conjoint, ne ressent même plus de réconfort en votre contact, non pas par le choix, mais par déficit neurochimique. Vous me dites dans les coachings, quand vous êtes en début de crise, mon conjoint ne veut plus que je le touche. Parce que la baisse d'ocytocine fait que
le contact, le toucher, le toucher crée de l'ocytocine, n'est pas pertinent. C'est comme si un étranger voulait vous toucher. Pendant des années, notamment pendant la lune de miel, on a beaucoup d'ocytocine et pendant la phase de sécurisation aussi. Donc toucher, ça augmente encore la cytocine, donc ça fait du bien. Mais quand on est en crise existentielle, la chute du taux d'ocytocine fait que vous redevenez comme un étranger, et donc venir toucher votre conjoint va entraîner effectivement quelque chose qui n'est pas du tout agréable pour votre conjoint. Donc il va falloir continuer à toucher votre conjoint si vous en avez envie, mais plutôt au cours d'une phase de badinage, de taquinerie, où c'est beaucoup plus facile de faire. Donc la crise, c'est pas un état statique de négativité, c'est un processus dynamique cyclique et extrêmement coûteux en énergie pour votre conjoint. C'est pour ça qu'il termine à la faire épuisé. Comprendre le rythme essentiel pour ne pas interpréter les fluctuations comme des échecs ou des succès personnels, c'est ce qui va vous permettre de bien comprendre ce qu'il vous faut faire à travers le contact moelleux. Les sautes d'humeur comme votre conjoint, le down, dans lequel vous ferez que du contact moelleux, suivent des cycles plus ou moins prévisibles comme des marées. Le processus de restructuration passe par des phases identifiables. La tempête, cortisol et adrénaline élevée. Le brouillard, je ne sais plus où j'en suis, sérotonine basse. Le tsunami introspectif, remise en question intense. Désert dopaminergique, chute de motivation, je suis sur le canapé, je ne fais plus rien. Et ces phases s'alternent et ne sont pas linéaires. J'ai un ami qui est psychiatre qui me disait, Bruno, les symptômes de la crise existentielle que tu décris sont très semblables à des symptômes de maladies psychiatriques, avec notamment des périodes maniaco-dépressives. Maniaco, c'est waouh, je vais casser le monde entier, et dépressive, je suis qu'une. Voilà, donc là, c'est à ces symptômes-là que l'on retrouve dans certaines maladies psychiatriques maniaco-dépressives. La reconfiguration cérébrale de votre conjoint est une tâche biologique qui consomme une quantité phénoménale de ressources. Le besoin d'isolement, le rejet des interactions sociales coûteuses, c'est-à-dire obligées avec des personnes qui sont un peu lourdes, la belle famille, des voisins un peu lourds, la fatigue mentale extrême, où je supporte rien, ne sont pas des rejets personnels vis-à-vis de vous, le conjoint, mais des instincts de préservation énergétique pour allouer toutes les ressources disponibles à ce processus interne. La compréhension de ces trois principes fondamentaux va permettre maintenant de construire les réponses que vous allez apprendre dans la formation sur le contact moelleux. Vous ne luttez pas contre la réalité neurobiologique de votre conjoint, mais vous travaillez avec elle. La construction de la stratégie du contact moelleux va vous permettre finalement d'avoir à la fois des approches qui sont structurées et complètes. Les approches intuitives ne marchent pas. Les approches intuitives que vous avez tentées, notamment au début de la crise, ne marchent pas. Chercher à rassurer, chercher à convaincre, confronter, exiger des décisions, c'est incompatible avec le cerveau en mode survie. Ça augmente la perception de menace, ça augmente la charge cognitive de votre conjoint, ça va aggraver le repli. La stratégie du contact moelleux que vous apprenez, c'est l'inverse logique de ces approches. Vous n'allez plus du tout forcer le dialogue. Vous allez adapter, je vous en ai parlé tout à l'heure et vous le découvrirez en détail dans la formation, la présence périphérique. J'ai appelé ça aussi la présence invisible. Vous allez occuper un espace visuel latéral plutôt que frontal, vous allez apprendre à le faire, et vous allez, si vous êtes trop en face avec des contacts visuels, etc., vous allez créer de la défense chez votre conjoint. Si vous êtes en revanche, comme vous allez apprendre à le faire dans la formation, de façon différente de la même pièce, vous allez être à la fois le centre de l'attention de votre conjoint sans être une menace. Donc apprendre le contact moelleux, c'est apprendre à être présent, être là sans être une menace. Et tout ça s'apprend et on va le voir en détail maintenant que l'on a compris le système de survie. Vous allez apprendre à le faire, ce contact moelleux, et vous allez voir, c'est game changer. Pour accéder à la formation L'art du contact moelleux et les 350 autres formations, vous allez dans le descriptif de cette vidéo, dans le affiché plus, vous cliquez et vous trouvez le contact moelleux et vous l'apprenez, vous le mettez en place et vous allez avoir déjà les premiers résultats. Dans le affiché plus
le descriptif de cette vidéo. Vous avez droit à une formation gratuite qu'on appelle le best-of. Vous avez droit gratuitement aussi, c'est d'habitude c'est ce qui coûte très cher pour les personnes qui participent, la team des pirates, hein, participer à une communauté, c'est ce qui est le pays qui fait que les youtubeurs ou les psys font payer le plus cher, parce que il y a tout ce savoir-faire qui est partagé là-dedans. Moi, je vous l'offre gratuit, 0 € pour que vous puissiez bien mettre en place ce que vous apprenez les formations et les coachings. Alors évidemment, si vous êtes dans la communauté mais que vous vous formez pas, vous verrez, ouais, je vois que les autres avancent, etc. Mais j'ai pas la connaissance, donc vous serez déçus. Mais si vous vous formez bien, vous verrez la puissance de la communauté, mais ça, vous le savez déjà, vous le découvrez par vous-même. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la journée. Lucia était là, et David aussi. Cœur d'eau dit... alors qu'est-ce qu'elle nous dit, Florence? J'ai pas vu. Florence, je la connais pas. Hop. Florence dit bonjour. Enfin quelqu'un qui est pour l'union et non la désunion. Ben oui, nous on est... ici on est une équipe scientifique, une chaîne scientifique. Le bonheur des enfants, le bonheur des adultes, c'est d'être en famille et en clan. Donc les personnes qui acceptent la désunion ou conseillent même la désunion, chacun fait ce qu'il veut, c'est un peu des conseils maléfiques, comme on dit. Hein. C'est ah mais vas-y, fais comme tu veux, divorce, tu verras, c'est génial après. Bien, c'est le clan des divorcés, c'est ceux qui sont divorcés veulent attirer les autres. Venez, comme ça, moi je culpabiliserai moi. Non, le bonheur, c'est d'être ensemble. Donc ici, on donne les idées, hein, les techniques pour être ensemble. Vous avez raison, Florence. Cylindre est là, merci Cylindre, vous êtes au top. Cœur d'or, c'est d'avoir le comportement d'un champion, évidemment. Hein. Cœur d'or, c'est un champion. Florence dit, je partage vos avis éclairés. Les gens que je connais qui ont divorcé sont déstabilisés, ainsi que leurs enfants. Oui, et ça leur coûte très cher financièrement. Et psychologiquement, n'en parlons pas. On en a pour 5, 6 ans, 7 ans parfois, à faire le deuil de leur relation précédente et à vraiment pouvoir éventuellement reconstruire quelque chose. Et les enfants, les psy honnêtes vous disent qu'ils en ont de plus en plus sur leur divan, leur canapé, qui viennent parler du divorce de leurs parents. L'autre jour, j'écoutais une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui est pourtant devenu religieux. Donc voilà. Mais pendant tout le début, je racontais son aventure. Là, il avait été. Moi, j'aime bien les histoires réelles, un peu qui sont souvent mieux que la fiction. Souvent, c'est du storytelling. Hein. Oh, j'étais très mal, j'étais devenu un voyou, et puis il s'est passé ça. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a appris, et je suis devenu mieux. Donc là, celui-ci était devenu religieux. Mais toute la partie, c'était j'ai pas connu mon papa, mes parents ont divorcé, mon papa ne venait pas me voir souvent, donc toute la première partie qui ça a mené finalement à devenir, on va dire, un gangster, pour faire simple. Donc les crises de couple, les séparations font très mal, vous avez raison, Florence. Nos anciens traversaient des crises plus importantes qu'aujourd'hui, c'est vrai, sans avoir ce que nous avons aujourd'hui, et pourtant les traversaient, oui, parce qu'il y avait le clan à côté qui donnait la connaissance. Aujourd'hui, les grands-parents, les patriarches, ils s'en foutent, hein, vous divorcez, c'est pas nous. Alors au début, ils disent, oh, quand même, tu pourrais faire attention pour les enfants, puis ils se disent, là, je veux pas me battre avec mes enfants, moi je suis à la retraite, et je vais profiter de ma retraite. C'est comme ça. Je constate tellement que votre explication correspond trait pour trait à la crise de ma conjointe d'hier demain. Heureusement que nous sommes pirates remplis de crainte. Ah oui, alors il y a peut-être un point qui ne correspond pas de temps en temps, mais comme vous dites souvent, c'est exactement comment ça se passe. On dirait que vous êtes dans notre cuisine, capitaine, ou que vous avez mis une vidéo de notre cuisine. Voilà, c'est comme ça. Écoutez, souvent en coaching, vous me racontez une histoire et votre conjoint il vous a dit ça. Comment vous le savez? Vous avez mis une caméra, oui. Parce qu'on sait par avance comment ça va se passer. Bien, mes pirates adorés, quelle heure est-il? À 14h05, j'ai encore 10 minutes avant le coaching de l'après-midi, mais voilà, on va en rester là. Je vais aller boire un petit verre d'eau avant, un petit verre de gnôle, un petit verre d'eau avant le coaching de l'après-midi, le premier coaching d'après-midi, et on va se régaler ensemble, cette fois en one-to-one. Merci pour ce que vous êtes, je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés. On est ensemble et on ne lâche rien, passez la journée que vous méritez.